Good evening, everyone, and welcome to tonight's presentation of OTF Connects, titled, Yes, we still teach grammar in FSL, but how, when, and why, with Jen Rochon et Suzanne Forrester. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir sur OTF Connects pour la présentation de Jen Rochon et Suzanne Forrester qui s'intitule Enseigner la grammaire en français langue seconde, inutile ou indispensable. Nous avons un assez bon groupe ce soir et c'est toujours fantastique de voir tant de professeurs enthousiastes qui se joignent à nous des quatre coins de la province donc pour partager leurs idées et se soutenir mutuellement en découvrant des sujets toujours extrêmement passionnants comme le sujet de ce soir. We are definitely thrilled to have each and every one of you with us tonight. It's also our absolute pleasure to welcome Jen Rochon and Suzanne Forrester. Suzanne Forrester has been involved in French as a second language education since 1981 as a core French teacher, French immersion teacher, vice principal as well as education officer with the Ontario Minister of Education. She's also the author of professional learning resources for FSL teachers. She received the Life Membership Award from the Ontario Modern Language Teachers Association and has served as Vice President and President of this organization. Jeanne Rochon has been a secondary FSL teacher in Toronto for 16 years, where she is her school's department head of languages. She is past president of the Ontario Modern Language Teachers Association and has consulted with Canadian Parents for French and TVO's Independent Learning Center. She also delivered a 3-day institute last summer on the revised FSL curriculum in the secondary context through the Ontario Teachers Federation. Jen and Suzanne are both extremely passionate about FSL education and have spoken at a number of conferences in the past. Et je voudrais maintenant passer le micro à Jen et Suzanne afin qu'elles puissent partager avec vous leurs expériences respectives dans le domaine de l'éducation du français seconde langue. Alors Suzanne, maintenant je t'invite, libre à toi de cliquer sur le bouton Talk pour activer ton micro dès que tu le désires et débuter ta présentation. Suzanne? Merci Michel, bonjour. Oui. Et merci à tout le monde d'être avec nous ce soir. Oui? Tu m'entends? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, pas de problème, on t'entend très bien. Hein? On t'entend très bien, pas de problème Suzanne, tu peux y aller. D'accord. Alors, comme j'ai dit, bonjour et merci à tout le monde d'être avec nous ce soir. La question de la grammaire suscite souvent des débats entre des enseignantes et des enseignants de français langue seconde. Faut-il l'enseigner? Si oui, comment? Quand? Et pourquoi? Faut-il évaluer les connaissances des règles de grammaire? Et si oui, comment? Ce sont des questions qui sont aux bases de notre discussion ce soir. Notre but est de vous donner l'occasion de réfléchir, discuter, questionner, de partager des pratiques prometteuses de planification, d'enseignement et d'évaluation. Mais d'abord, pour mieux se connaître, Michel va expliquer la première activité. Oui, alors ici on va vous demander de vous identifier donc chacun en utilisant l'outil de sondage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous allez voir sous votre nom, maintenant le petit V s'est transformé en lettre A. Alors je vais vous demander de cliquer sur la petite lettre A et de choisir donc si vous êtes en français de base, en immersion, en français intensif, etc. Donc A, B, C ou D. Allez-y, choisissez. Donc c'est la petite lettre A qui se trouve sous votre nom à droite. Donc vous allez voir sous votre nom, vous voyez la main levée et je vois qu'il y a Nathalie, Samantha, Tina, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est la petite lettre A qui se trouve sous votre nom en haut à gauche de l'écran.
Bon, mais je crois que presque tout le monde a répondu, donc on va voir les réponses maintenant. Voilà. Je vais les publier. Voilà. Donc comme ça, on a la réponse pour ce soir. On voit principalement donc des enseignants de français de base et ensuite d'immersion. Alors, Suzanne, si tu veux maintenant, tu peux continuer donc. Et n'oublie pas, Suzanne, de cliquer sur ton microphone. Hein. Il faut toujours prendre l'habitude. Je sais que c'est pas facile de se souvenir de la gymnastique, mais à chaque fois, il faut cliquer sur son micro. Merci. D'accord. On m'entend maintenant? Oui, pas de problème. Alors, on passe à la prochaine question. C'est vous enseignez à quel palier? Donc, voilà. Alors, de nouveau, attendez une petite seconde, si vous voulez. Une petite seconde, je vais changer le système de, voilà, ABC. Attendez, voilà, ok, ABC. Allez-y maintenant. Vous pouvez choisir A, B ou C. Allez-y. Merci. Alors, je vais publier de nouveau les résultats. Maintenant, pour voir les réponses de tout le monde. Alors, principalement des enseignants dans le secondaire. Et, pardon, je vois que Hélène, il y en a certains d'entre vous qui ne voient pas les outils. Donc, si vous ne voyez pas les outils, vous pouvez toujours taper dans la boîte de chat. Hein. Je vois comme certains d'entre vous le font déjà. Vous pouvez toujours indiquer dans la boîte de chat si vous ne voyez pas l'outil, parce que l'outil n'est pas toujours disponible. Il est disponible sur les ordinateurs, mais pas sur les tablettes, etc. Donc, voilà, merci. Merci, Michel, et à tout le monde. Alors, on espère que peu importe le niveau que vous enseignez ou votre rôle dans le conseil, vous trouverez notre discussion pertinente et intéressante ce soir. Nous allons vous inviter à partager votre expérience. Comment est-ce que vous aidez vos élèves à développer leurs compétences grammaticales? Nous allons faire un survol du rôle de la grammaire dans le curriculum révisé et ensuite nous allons partager et vous inviter à discuter de quelques idées qui viennent des chercheurs en français langue seconde, y compris l'idée de compétences implicites et savoir explicite et aussi des fonctions langagières. Puis nous allons discuter de l'évaluation des compétences grammaticales avant de partager et de discuter quelques exemples de tâches et d'activités. On n'offre pas cette conférence web pour vous dire quoi faire, mais pour vous fournir l'occasion de participer dans un partage d'idées et de pratiques. Donc, on aimerait vous inviter à partager vos opinions. Faut-il enseigner la grammaire? Quel est votre avis? Donc, encore une fois, tout le monde, choisissez donc A, B, C, D. Et pour les nouveaux venus, pour ceux qui viennent de rentrer, comme René par exemple, donc René, sous ton nom, du côté gauche, tu vas avoir une petite lettre A. Et tu cliques sur la lettre A et tu peux ensuite choisir la réponse qui te convient. Donc c'est la réponse A, B, C ou D. Et alors je vois que certains d'entre vous ont des problèmes. Si malheureusement vous n'arrivez pas à voir les diapositives, il y a peut-être un problème avec votre connexion Internet. Vous serez peut-être obligé de quitter Blackboard et de vous reconnecter, hein, donc avec le lien qu'on vous a envoyé. Merci, Michel. Et je vois que la plupart des participants sont d'accord que oui, il faut enseigner de la grammaire et une personne a dit, ça dépend des élèves. Alors, j'espère qu'on va avoir une discussion intéressante ce soir. Et je vous invite à n'importe quand d'ajouter des commentaires et des questions ou des explications de vos opinions dans la boîte de clavardage à gauche. Et excuse-moi encore d'interrompre, Suzanne, je suis désolé, mais je vois que certaines personnes
se plaignent que le son n'est pas, le volume du son n'est pas suffisant. Alors, vous pouvez augmenter le volume du son. Je vais juste revenir en arrière pour vous montrer où ça se trouve, juste ici. Donc, pour augmenter le volume du son, vous le faites ici. Donc, si notre voix, si la voix de Suzanne ou ma voix n'est pas suffisamment claire, vous pouvez augmenter le volume en utilisant cet outil-ci. OK? Donc, en principe, ça ne devrait pas être de problème. Et on repasse à la diapo de Suzanne. Désolé. Hein? Merci. Merci. Donc, on continue avec la prochaine question. Dans votre expérience, y a-t-il un lien entre l'enseignement de la grammaire et l'aisance et la précision des élèves oralement et à l'écrit? Pour cette activité, je vous invite à taper vos idées dans la boîte de clavardage à gauche. Prenez environ 1 minute et je vous invite à lire les idées de nos collègues à travers la province. Merci pour ces idées. Alors, on voit que la plupart des personnes ont indiqué que l'enseignement de la grammaire aide avec la précision, mais pas l'aisance. Et on n'a pas précisé si c'est oralement ou à l'écrit. C'est probablement à l'écrit, comme nous allons voir dans quelques minutes. Merci beaucoup. Et alors, où dans le curriculum trouve-t-on la grammaire? Pour celles et ceux qui ont utilisé le curriculum précédent, vous savez qu'il y avait des listes de conventions linguistiques et de grammaire à enseigner chaque année ou dans chaque cours qui ne figurent pas dans le curriculum révisé. Cependant, on lit à la page 25 du curriculum pour le palier secondaire, et c'est aussi dans le curriculum pour le palier élémentaire. To communicate clearly and effectively, they, the students, need to learn to use standard written forms and French language conventions. Aussi, comme vous le savez, les attentes, the overall expectations, les attentes et les contenus d'apprentissage, the specific expectations, les contenus d'apprentissage du curriculum, comprennent par exemple applying language structures, a purpose, audience, and form pour l'écriture, using knowledge of language structures and conventions, qui nous indique, tout ceci nous indique que les élèves doivent faire preuve d'une compréhension des structures langagères oralement et à l'écrit. Et finalement, on trouve la grammaire dans des conseils, the tips. Par exemple, teachers can direct students to use the appropriate past tenses, or teachers can review the verbs that might be followed by the subjunctive and suggest that students use both the subjunctive and the indicative in their persuasive articles. On lit aussi dans le curriculum, the language structures, grammar and language learning skills in the 4 strands overlap with and strengthen one another. Donc, même si la grammaire n'est pas trop évidente dans les attentes des domaines listening and reading, on se souvient que les élèves doivent toujours entendre les structures avant qu'on leur demande de les utiliser dans leur production orale ou à l'écrit. Aussi, l'écoute, la lecture et la discussion des textes préparent les élèves à écrire.
Il va de soi que notre but en tant qu'enseignante et enseignant soit que tous les élèves comprennent bien ce que l'on enseigne, le retiennent et soient capables de le mettre en application dans leur conversation ainsi que dans leur production orale ou écrite. Bref, on aimerait que tous les élèves réussissent à apprendre à communiquer avec aisance et avec précision. Cependant, selon la chercheuse et éducatrice Dr. Picardo, soit le français est conçu comme un ensemble de règles et d'exceptions à étudier, soit il y a une centration excessive sur l'oral au détriment de l'écrit et une étude trop superficielle de la grammaire. J'aimerais continuer. Je ne sais pas si vous voyez la prochaine à votre avis. Merci. Donc, on aimerait savoir, à votre avis, si le français est un ensemble de règles et d'exceptions à étudier. Donc, encore une fois, pour les nouveaux venus qui se sont rejoints à nous en cours de session, je vais vous demander de choisir le petit A, donc qui se trouve en dessous de votre nom. Vous cliquez sur la petite lettre A qui se trouve à droite en dessous de votre nom, en haut à gauche de la page, et ensuite vous pouvez choisir la réponse A, B, C ou D. Merci. Merci Michel. C'est intéressant de voir qu'il y a un écart dans nos opinions. Donc encore une fois, je vous invite à partager vos idées tout au long de cette conférence web ce soir. On va garder en tête l'idée que tout le monde, nos collègues ne sont pas toujours d'accord sur l'importance de la grammaire. Donc on continue. Une centration sur l'oral est au détriment de l'écrit. Oui, non, ça dépend ou je ne sais pas. Allez, encore une fois, donc choisissez A, B, C, D. Je suis désolé, je viens juste de changer l'outil, donc allez-y. Vous pouvez maintenant choisir A, B, C ou D. Merci. Et Michel va nous montrer les résultats du sondage, je crois. Voilà. Oh, je pense qu'on a changé. J'ai vu que la plupart étaient non. D'accord, on continue. Quelqu'un a dû effacer les réponses juste avant que je ne les publie. Mais c'est pas grave. Mais la réponse principale était non, effectivement. Oui, était B, oui. Alors la prochaine, je continue. Une centration sur l'oral, c'est presque la même question, mais pourrait entraîner une étude trop superficielle de la grammaire.
Merci Michel. C'est intéressant ce soir voir que c'est presque le même nombre qui pensent oui et non. Suzanne, je vois qu'il y a plusieurs Oui. personnes qui ont des problèmes avec leur écran. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas à quoi c'est dû, parce que de toute évidence, pour certains d'entre vous, il n'y a pas de problème, vous voyez bien les diapositives, mais je crois que certains d'entre vous, je ne sais pas pour quelle raison, n'arrivent pas à suivre la présentation. Donc, dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est de quitter Blackboard et de cliquer sur le lien qu'on vous a envoyé par email et de vous reconnecter. Donc, et en principe, ça devrait fonctionner. Je suis désolé avec les problèmes, mais bon, je vois que la majorité d'entre vous voient les diapositives, mais je crois qu'il y a quelques personnes qui ne les voient pas pour une raison ou une autre, je ne sais pas. Alors, j'espère que ce problème pourra être réglé. En tout cas, nous allons dire ce que vous pouvez voir à l'écran. Alors, j'espère que les gens qui ne voient pas ne vont pas abandonner notre webinaire. Et vous voyez, ce qu'on voit, ce sont deux images des élèves. Dans la première, les élèves ont l'air un peu découragés. Dans la deuxième image, tout le monde est content. Parce que divers chercheurs constatent qu'il y a un lien entre l'enseignement de la grammaire et la motivation des élèves. Il est évident que l'étude de la grammaire hors contexte par le biais d'exercices répétitifs et démotivants pour un grand nombre d'élèves. Il faut toujours se souvenir que si les élèves n'aiment pas étudier le français, ils peuvent l'abandonner après un cours de 9e année. Et on ne peut pas aider les élèves à apprendre à communiquer en français s'ils ne sont pas dans nos cours. Cela nous amène aux prochaines questions. Dans votre expérience, pourquoi est-il important de considérer la différence entre l'enseignement de la grammaire et l'apprentissage de la grammaire? S'il vous plaît, tapez dans la boîte de clavardage vos idées là-dessus. Prenez 2 minutes pour cette activité. Oui, Jen, je suis d'accord. Great ideas, everyone. J'aime beaucoup ce que une des dernières personnes a écrit. Just because I'm teaching it doesn't mean the students are learning it. Et je peux raconter une petite histoire. Quand j'étais conseillère pédagogique, les enseignants et enseignantes de 10e et 11e année m'ont toujours dit « Oh, c'est vraiment dommage qu'on n'enseigne pas de la grammaire en 9e, 8e, 7e année. » Et je savais, parce que je faisais le tour de toutes les écoles, qu'il y avait beaucoup de grammaire, mais c'est que les élèves n'ont pas retenu ce qu'on a enseigné.
Merci, Michel. On va passer à la prochaine question. Donc, que peut-on faire pour éliminer l'écart entre ce que nous enseignons et ce que les élèves réussissent à apprendre, à maîtriser et à retenir pour qu'ils puissent communiquer avec aisance et précision oralement et à l'écrit? Je vous donne à peu près 2 minutes pour répondre à cette question aussi. Tapez vos idées dans la boîte de clavardage, s'il vous plaît. Merci pour toutes ces idées. On peut aussi considérer comment le cerveau fonctionne. Par exemple, le cerveau ne fait pas attention aux informations, aux détails qui ne semblent pas être pertinents. Donc, il faut enseigner de la grammaire dont les élèves ont besoin afin de pouvoir communiquer ou comprendre un message qui leur est important. Et j'ai appris qu'après 1 mois, le cerveau ne retient pas la plupart de ce qu'on a enseigné si on ne l'a pas utilisé. Donc, il faut créer des occasions pour le réinvestissement des structures et du vocabulaire. Il y a d'autres façons pour éliminer l'écart entre ce que nous enseignons et ce que les élèves réussissent à maîtriser. Par exemple, établir des liens multiples dans leur cerveau en utilisant des images, de la musique, des mouvements, des gestes, l'humeur, la répétition qui est intéressante, quelque chose qui est différent, quelque chose qui attire l'attention des élèves. Tout ceci aide le cerveau à faire attention à ce qu'on leur enseigne. Aussi, il faut peut-être ajouter des activités d'évaluation au service d'apprentissage et en tant qu'apprentissage. Et à votre avis, y a-t-il un lien entre la motivation des élèves et l'enseignement de la grammaire? Quand vous tapez vos idées, je vois des oui, des 100% oui, pourriez-vous ajouter même un exemple? Par exemple, vous avez changé vos pratiques, vous savez qu'il y a des élèves qui ont dit je peux pas faire de la grammaire, je n'aime pas la grammaire, je vais laisser tomber le français l'année prochaine. Ah, et je me demandais si quelqu'un va dire, je trouve que les élèves du cours 12e aiment apprendre la grammaire. Ils pensent qu'ils n'apprennent rien, qu'on ne le fait pas intéressant. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment savoir les règles de grammaire. Alors, plus tôt ce soir, une de nos réponses était, ça dépend du cours, ça dépend des élèves. Alors, cela aussi fait partie de la différenciation pédagogique à un certain âge et niveau. Ça se peut qu'il y aura des élèves
qui aimerait savoir la règle et c'est la façon la plus efficace de l'enseigner. Alors, merci pour cette idée aussi. On prend des risques, dire quelque chose qui est le contraire de ce qu'on entend souvent. Alors, j'espère que vous prenez quelques minutes pour lire les commentaires. Ce sont de très bonnes idées et je me demande si vous avez des questions. Je vous invite à les taper dans la boîte de clavardage aussi. Mais merci pour le partage de ces idées. Voici 2 énoncés à propos du rôle de la grammaire dans l'apprentissage d'une langue seconde. Êtes-vous d'accord avec ces opinions? Cette fois, vous allez chercher un symbole pour indiquer votre avis. Par exemple, une X, une étoile, une frimousse. Donc, il faut trouver la boîte d'outils verticale. Et tout en bas, voilà. C'est ça, c'est donc la boîte d'outils verticale. Vous cliquez sur l'icône tout en bas, vous choisissez un symbole et vous pouvez déposer le symbole sur la page. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de symboles en bas, mais de plus en plus, on voit que la matrice de la grammaire est essentielle afin de bien communiquer. C'est dommage qu'on n'a pas assez de temps pour ouvrir un débat, mais je vous encourage à discuter de ces questions avec vos collègues. L'enseignement du français langue seconde est dans un état de transformation. La perspective actionnelle qui englobe l'approche communicative remplace les approches basées sur la grammaire et la traduction. Dans notre poursuite de pratiques efficaces, je crois qu'il est important de faire attention aux avis des experts. Un chercheur canadien, Claude Germain, a écrit que la connaissance des règles et des structures grammaticales et du vocabulaire est une condition nécessaire, mais non suffisante pour la communication. On aimerait vous donner l'occasion de partager vos opinions à propos des 2 aspects de cet énoncé. Êtes-vous d'accord avec cette idée que comprendre les règles de grammaire est nécessaire? Et mon écran sur mon ordinateur, on n'avance pas. Ah, voilà. Ah, alors encore une fois, vous allez choisir A ou B. Merci Michel. Encore une fois, nous voyons beaucoup de différences dans nos opinions. Oui, comprendre les règles de grammaire est nécessaire, non. Et peut-être cela dépend du niveau qu'on enseigne. Alors, passons à la prochaine question.
Nous allons revenir à toutes ces questions lors de notre conférence ce soir. Alors, le deuxième aspect de l'énoncé, c'était comprendre les règles de grammaire et non suffisantes. Alors, c'est nécessaire, mais peut-être non suffisante. Alors, encore une fois, choisissez A ou B. A pour oui, c'est non suffisante, ou B, non. Alors, nous voyons cette fois que la plupart d'entre nous sont d'accord que comprendre les règles de grammaire est non suffisante pour pouvoir apprendre le français. Merci beaucoup, Michel. Suzanne? Donc, Claude Germain. Oui, je ne sais pas si je pense qu'il y a un problème avec tes diapos. Sur le Page Explorer, tu sais, quand tu vois la petite fenêtre Page Explorer, il y a le mot follow. Et il y a est-ce que la petite tick est là? Tu sais, est-ce que you need to tick the little is there? Okay, because okay, so that's fine. I wasn't sure that your slides were moving. Okay, go ahead. J'attends peut-être quelques secondes et cela marche. Donc, Claude Germain et John Netton, c'est une équipe de chercheurs canadiens, ont fait des recherches et ont découvert que même quand les élèves ont appris des règles de grammaire et d'orthographe, ils n'ont pas développé la capacité à communiquer spontanément. Cependant, quand les élèves ont appris à utiliser le français pour communiquer oralement, il y avait aussi une amélioration dans leur production écrite. Donc, Netton et Germain ont conçu une méthode pédagogique basée sur une approche neurolinguistique. Ils ont trouvé que l'apprentissage des règles de grammaire ne se transforme pas en habilité de communiquer oralement de façon spontanée, parce que dans le cerveau, il n'y a pas de connexion entre les savoirs explicites et les compétences implicites. Selon Netton et Germain, il est primordial qu'on aide les élèves à développer la capacité à utiliser le français spontanément à l'oral. Et nous voyons sur l'écran, savoir explicite veut dire l'apprentissage des règles de grammaire et d'orthographe, et compétences implicites, c'est l'habilité à utiliser le français spontanément à l'oral. Netton et Germain constatent que ce sont les compétences implicites qui dirigent, mais d'une façon non consciente, les structures que nous utilisons à l'oral et à l'écrit. Ils ont trouvé que les savoirs explicites ne sont appris que pour le développement de la précision à l'écrit, et ils permettent aussi de s'autocorriger. Michel, malheureusement, mon écran est en retard. Alors, voilà. Alors, s'il vous plaît, choisissez une symbole pour indiquer vos opinions à propos de ces deux énoncés. Et si vous aimeriez ajouter vos commentaires dans la boîte de clavardage, on aimerait savoir à propos de ces deux énoncés, si vous pourriez choisir un symbole qui indique vos opinions. Une étoile, une frimousse. Oui, comme ça. Une personne est d'accord, oui.
Voilà, alors il me semble que tout le monde est d'accord avec ces deux énoncés. Donc, on continue. La théorie de Métaney-Germain convient avec certaines idées qu'on trouve dans le CECR. Par exemple, on trouve dans ce document, à la page 90, une échelle portant sur la correction grammaticale attendue à chaque niveau dans la progression du débutant à l'apprenant expérimenté. Par exemple, au niveau A1, l'élève doit faire preuve d'un contrôle limité de structure et de formes grammaticales simples qui appartiennent à un répertoire mémorisé. Cependant, à B1, on attend que l'élève communique avec une correction suffisante dans des contextes familiers. Et en règle générale, l'élève a un bon contrôle grammatical, malgré de nettes influences de la langue maternelle. Des erreurs peuvent se produire, mais le sens général reste clair. Comme vous le savez, le DELF est aligné avec les niveaux du CECR et il y a plusieurs conseils à travers l'Ontario qui utilisent le DELF maintenant ou qui offrent le DELF aux étudiants. Donc, je voulais savoir si vous avez des questions à propos du DELF, oui, plus précisément à propos des compétences grammaticales attendues à chaque niveau. Si vous avez des questions, je vous invite à taper dans la boîte de clavardage. Et je ne vois pas de questions à propos du DELF, donc on va continuer. Les fonctions langagières. Un aspect important du CECR est l'idée de fonctions langagières. Dr. Picardo a écrit un document du communicatif à l'actionnel, un cheminement de recherche pour nous aider à mieux comprendre la perspective actionnelle et d'autres idées qu'on trouve dans le CECR. Elle écrit: dans le niveau seuil du Conseil de l'Europe, pour la première fois, la langue n'est plus découpée en structures grammaticales, mais en une liste de notions et de fonctions définies selon des besoins minimaux. À votre avis, que veut dire fonction langagière? S'il vous plaît, tapez vos idées dans la boîte de clavardage. Je vous donne 2 minutes pour réfléchir et puis pour commencer à taper un exemple ou deux de fonctions langagières. Je vois que Richard a sa main levée. Richard, si vous aimeriez utiliser le micro ou taper la question dans la boîte de clavardage, on va essayer de répondre. Je crois que c'était peut-être juste une erreur. Mais vous pouvez toujours indiquer vos questions, évidemment, dans la boîte de clavardage. Merci, Michel. Oui, et je vois des commentaires que tout le monde a une très bonne idée de ce que cela veut dire des fonctions langagières. Commander un repas, acheter un billet de train, demander son chemin. Et toutes ces fonctions s'inscrivent dans un certain nombre de notions. Par exemple, le temps, l'espace, les relations sociales. Alors, ce sont les notions qui fournissent le contexte.
Donc, portons notre attention maintenant à l'évaluation. À votre avis, comment peut-on évaluer les compétences grammaticales? Quelle est la meilleure façon d'évaluer les compétences grammaticales? On vous donne quelques minutes pour taper vos idées dans la boîte de clavardage. Et si vous désirez écrire directement sur l'écran, sur la diapositive, vous allez dans la boîte d'outils verticale et vous choisissez la petite lettre A. Et ensuite, avec la lettre A, vous pouvez écrire directement sur l'écran. Voilà, et j'aimerais attirer votre attention à la dernière commentaire. If we are moving away from tests where answers are right or wrong, et c'est ce qu'on fait, moderated marking becomes important where there are multiple sections of a course. Merci, Jen. Comme vous le savez, toute discussion de l'évaluation doit distinguer les trois buts possibles de l'évaluation. L'évaluation au service de l'apprentissage, l'évaluation en tant qu'apprentissage et l'évaluation de l'apprentissage. Donc, commençons par l'évaluation au service de l'apprentissage, evaluation for learning. Voici les éléments importants de l'évaluation au service de l'apprentissage. Les objectifs d'apprentissage doivent être clairs. Il doit être évident que la grammaire n'est qu'un outil au service de la communication. La rétroaction qu'on donne est reliée et limitée aux objectifs d'apprentissage et on fournit des occasions pour l'amélioration des productions avant de faire une évaluation finale de l'apprentissage. Et quand c'est le temps de faire l'évaluation de l'apprentissage, celle-ci est basée sur les critères d'évaluation établis et discutés tout au long du cycle d'apprentissage dès le début. Elle porte sur la mise en application des compétences grammaticales et il s'agit des fonctions langagières. Et on a déjà dit se présenter, par exemple, écrire une lettre pour se plaindre, etc. Donc, on ne dit pas aux élèves, je vais évaluer comment vous utilisez le passé composé, mais plutôt, je vais évaluer comment vous exprimez vos expériences et vos impressions de tel ou tel événement. L'évaluation en tant qu'apprentissage, assessment as learning, l'évaluation en tant qu'apprentissage est tellement importante si on aimerait éliminer l'écart dont on a parlé au début de ce webinaire,
On veut éliminer l'écart entre ce que nous enseignons et ce que les élèves apprennent et ce qu'ils maîtrisent. Donc, comment peut-on enseigner aux élèves? Comment fournir une rétroaction à leur pairs? Et comment faire de l'auto-évaluation pour que ce processus les aide vraiment à améliorer leurs compétences grammaticales? Si vous avez une idée, je vous invite à taper dans la boîte de clavardage. Si vous avez réussi à avoir une activité qui marche ou une stratégie d'enseignement qui marche vraiment bien, aider les élèves à faire de l'auto-évaluation et l'évaluation avec leurs pairs. Alors voilà quelques idées et j'aime que Cathy ait dit voilà la question de million dollar question. Je trouve que l'évaluation en tant qu'apprentissage est tellement important, mais c'est quelque chose qui est un vrai défi pour les élèves, pour que ce n'est pas une perte de temps, que le processus aide les élèves à améliorer leurs compétences grammaticales. Donc, j'ai trouvé que si on leur donne, on fait beaucoup de modelage, comme quelqu'un a dit, il faut que les critères d'évaluation soient extrêmement clairs, que le but d'apprentissage, l'objectif d'apprentissage soit clair. Et quelqu'un dans une autre conférence web a suggéré qu'on commence avec un aspect à la fois. Et si les élèves voient que l'évaluation avec les pairs ou l'auto-évaluation les aide à améliorer, ils vont y mettre plus d'efforts. Et je crois que c'est la clé pour éliminer c'est un aspect en tout cas, pour éliminer l'écart entre ce que nous enseignons et ce que les élèves apprennent et ce qu'ils maîtrisent. Il faut qu'on fasse attention à l'évaluation en tant qu'apprentissage. Puisqu'on pourrait passer toute la soirée à discuter cette question, on va passer à la planification et l'enseignement. Comment peut-on incorporer la grammaire pour que les élèves soient motivés à apprendre? Bref, d'abord, on planifie quoi enseigner basé sur les besoins communicatifs des élèves. Christian Purin, en France, a écrit un article où il dit les enseignants qui utilisent la perspective actionnelle ne prévoient pas quels aspects de grammaire ils vont enseigner. Ce n'est qu'après que les élèves ont communiqué, ont fait une production orale ou écrit que l'enseignant décide quelle grammaire il aimerait travailler, enseigner, pratiquer avec les élèves. Donc, d'abord, on planifie quoi enseigner basé sur les besoins communicatifs des élèves. Ensuite, on propose une tâche à accomplir dans une situation authentique. Et puis, on planifie les activités de réception, la lecture, le visionnement, l'écoute.
qui comprennent les fonctions langagières et les structures grammaticales dont les élèves ont besoin pour mener à bien la tâche. Par la suite, on planifie les activités de communication et d'interaction orale pour s'assurer que les élèves maîtrisent les structures ciblées oralement. Et finalement, on planifie les activités de production écrite pour attirer l'attention des élèves aux aspects de la langue qui sont importants à l'écrit, mais qu'on ne peut pas remarquer oralement, ainsi que les structures qui s'écrivent exactement comme on les utilise à l'oral. Je vais passer la parole à Jen Rochon. Elle enseigne le français cadre au niveau secondaire à Toronto. Jen va partager quelques exemples de tâches et d'activités pour démontrer comment elle a réussi à développer des compétences grammaticales. Bon, merci. Susan, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. On t'entend très bien. Parfait. OK. Alors, bonjour tout le monde. Bonsoir, excusez-moi. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité ce soir, partager quelques idées, quelques activités que j'ai essayées avec mes petits. Alors, je voulais commencer en vous présentant un peu mon contexte. Alors, je suis prof de français de base, comme vous avez dit, ça c'est ma passion. Core French, c'est ma passion. Je ne suis pas contre l'immersion, bien sûr, mais moi, j'étais élève de français de base et j'adore travailler avec ces enfants parce que je trouve que ça... Si on peut les convaincre qu'ils peuvent arriver à communiquer vraiment d'une façon authentique, ils sont vraiment engagés, vraiment motivés dans ce programme. Alors, comme j'ai dit, j'enseigne au niveau secondaire, tous les niveaux, c'est-à-dire 9e jusqu'à 12e, à Toronto, une école publique, grande école, Victoria Park, c'est dans l'est de Toronto. Ça fait déjà 16 ans que j'enseigne, c'est incroyable ça, mais déjà 16 ans. Et je dois aussi dire tout au début que moi, personnellement, je préfère pas utiliser un programme commercial, c'est-à-dire sans frontières, point de connexion, d'accord, bien dit, whatever. Je préfère pas utiliser un programme commercial. Je sais que c'est une idée controversée, surtout s'il y a plusieurs sections du cours, que c'est difficile de gérer toutes les sections et tous les travaux. Mais personnellement, je trouve que je préfère enseigner sans programme commercial. Il y a beaucoup de ressources authentiques qu'on peut trouver maintenant, surtout avec ce nouveau, pas vraiment nouveau maintenant, mais nouveau curriculum. Et ça me pousse à être encore plus créative. Je dis toujours que la meilleure partie de notre profession, c'est combien on peut être vraiment créatif. Alors, par conséquent, je me trouve toujours en train de réinventer, refaire ce que j'ai fait l'année passée ou en premier semestre, de raffiner, changer, refaire, réinventer. Je dis quand j'ai des stagiaires de OIG ou quelque chose, je leur dis toujours we call it a practice for a reason, n'est-ce pas? Alors on est toujours en train de pratiquer dans cette profession d'enseignement. Alors la première chose que je voulais aborder avec vous, c'était même avant qu'on commence la planification avec les élèves, comme l'enseignement en classe, on doit peut-être changer nos priorités de point de vue de nos plans du cours. À mon école, par exemple, les plans du cours sont extrêmement importants. C'est pour les parents ainsi que pour les élèves, bien sûr. Et avant qu'on a commencé à revoir et à considérer comment présenter les structures et la communication en contexte,
on a remarqué qu'avant, les plans du cours étaient toujours structurés autour de la grammaire. C'est-à-dire que, par exemple, unité 1, c'était toujours les adjectifs réguliers, irréguliers, les verbes pronominaux, les verbes au présent et, je ne sais pas, j'oublie maintenant les autres points grammaticaux. Mais ce qu'on a fait, on a changé, c'est seulement une question de langage, c'est changer comment on dit la même chose. Alors, sur le diapo, si vous voyez, par exemple, avant, en 9e académique, on disait toujours unité 1. Si vous utilisez Sans frontières, par exemple, c'est moi-même.com, par exemple, une unité très connue. On disait que ça, c'est l'unité où on apprend les adjectifs et les verbes pronominaux. Et tout ce qu'on a fait, on a changé le langage, on a dit, ça, c'est l'unité où on apprend de parler de moi-même, de mes amis et de mes activités quotidiennes. Alors, dès le début, les élèves voient que notre priorité, c'est la communication, c'est savoir communiquer quelque chose et c'est pas seulement la grammaire. Alors, dès le début, je vois personnellement qu'ils ont une meilleure perception de ce qu'ils vont apprendre. Parce que, comme quelqu'un a déjà remarqué plus tôt dans la boîte de clavardage, on a dit que souvent, si on demande aux élèves « Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la classe de français ?» ils vont dire ben, j'aime pas les exercices de grammaire, les worksheets, etc., remplir les espaces dans la phrase, conjuguer le verbe en parenthèse, etc. Alors, tout de suite, dès le début, et les parents voient ça aussi, que notre priorité, c'est savoir communiquer quelque chose. Et bien sûr, ça dépend du niveau et du programme, qu'est-ce qu'on va apprendre à communiquer. Alors, je vois que j'essaie d'aussi lire la boîte de clavardage au même temps. Alors, je m'excuse s'il y a un moment où je lis. Je vois une question, j'ai de la difficulté à faire ceci en immersion 11e et 12e pour que ça ne soit pas bébé. Est-ce que quelqu'un peut me donner des exemples des buts qu'ils partagent dans un niveau avancé? Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais je fais aussi la même chose en 11e et 12e. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'enseigne tous les niveaux jusqu'à 12e année. Et en 12e, en fait, ce que je fais avec mes 12e, c'est nous créons le plan du cours ensemble. Alors, avant de leur donner le plan du cours, je fais un sondage avec les élèves et je leur demande, mais vous avez choisi de continuer le français jusqu'à 12e. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez être capable de faire à la fin du cours? Et alors, chaque année, ce cours est différent. Et en fait, c'est mon cours préféré parce que ça me pousse, comme j'ai dit tout à l'heure, ça me pousse toujours d'inventer et de trouver une nouvelle façon d'enseigner quelque chose, un nouveau contexte. Alors, je leur demande, qu'est-ce que vous voulez savoir faire? Alors, par exemple, cette année, une chose qu'ils voulaient faire, c'était parler de la nourriture, bien sûr. Mais en 12e, on ne parle pas de ce qu'on met sur une pizza, ça c'est un orange, ça c'est une pomme, etc. Mais on a parlé de la nutrition. En fait, on a cuisiné pendant 2 classes dans la salle de cuisine. On a cuisiné des plats franco-ontariens, les recettes que j'ai prises de mon mari. Et puis, ils ont planifié ce qu'ils allaient acheter s'ils étaient à l'université avec un budget très strict, etc. Alors là, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire et là, j'ai fait le plan du cours selon ce qu'ils voulaient faire. Et en fait, c'est très amusant. Ils adorent ça. Et c'est une façon de générer un peu le buy-in dans les années plus jeunes quand on leur dit, ben, plus tard, c'est vous qui dites ce qu'on va faire. Bien sûr, ils ne décident pas l'activité culminante, par exemple. Alors, j'ai toujours mon jugement professionnel, mais les thèmes, c'est eux qui décident. Alors, je veux avancer plus loin que les plans du cours, parce que je peux en parler pendant longtemps, parce que c'était un grand changement pour nous. Alors,
prochaine chose que je voulais vous montrer, c'était, j'ai essayé, quand j'ai parlé avec Suzanne au sujet de ce webinaire, j'ai essayé de choisir quelques activités que j'ai fait avec mes petits. Et j'appelle toujours mes élèves mes petits. Bien sûr, ils sont pas petits parce que c'est les élèves de secondaire, mais je dis toujours mes petits. Que j'ai essayé avec un certain succès. Je ne me présente pas comme quelqu'un qui a vaincu tous les obstacles du nouveau curriculum ou quelque chose. Moi, j'ai essayé des choses qui ont marché et quelquefois qui n'ont pas exactement marché comme je voulais, et je suis prête à bien sûr partager cette expérience avec vous. Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure, quelqu'un dans la boîte de clavardage a aussi parlé de critères de succès, les buts d'apprentissage. Alors ça, c'est quelque chose dans notre conseil et à mon école qui est souligné beaucoup chez les profs. L'administration veut vraiment voir les buts d'apprentissage au tableau. Peut-être pas chaque classe, mais presque chaque classe. Alors, j'ai établi une partie de mon tableau où je laisse les buts d'apprentissage pour l'unité, pendant toute l'unité. Comme ça, chaque fois qu'on aborde une question de grammaire, on regarde une structure, je peux dire, OK, où est-ce qu'on devrait utiliser cette structure pour accomplir nos buts pour cette unité? Alors, j'ai pris académique, 9e, unité 1, comme un exemple, parce que presque tout le monde, probablement ce soir, connaît cette unité. C'est toujours l'unité où les élèves se présentent. Alors, j'ai écrit au tableau, pendant cette unité, nous parlerons de nous-mêmes et de nos passe-temps. Nous expliquerons notre routine, nous décrirons nos amis, nous poserons des questions sur les passe-temps, etc. des autres personnes. Alors, si on commence avec ça, et je dis aux élèves, OK, voilà ce que vous serez capable de faire à la fin de l'unité. Et déjà, c'est plus concret pour eux. Ils voient que, OK, tout ce que je vais apprendre, tout ce que je vais pratiquer, c'est au service d'un but de communication. Quelque chose que je serai capable de dire, d'écrire, de faire à la fin. Alors, je laisse ces buts d'apprentissage dans le coin du tableau pendant toute l'unité. Et comme ça, dès le début, notre travail est encadré par la communication authentique et relevant. Parce qu'on peut dire, par exemple, que les jeunes adorent parler d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Et leur passe-temps, leur routine, les amis, etc. Surtout au début de 9e année, parce qu'ils sont en train aussi de se connaître, n'est-ce pas? Parce que c'est des nouveaux élèves, en principe, de plusieurs écoles. Et tout au long de l'unité, quand nous regardons ou pratiquons une structure, je leur demande pourquoi est-ce qu'on regarde cette structure. Et ça va avec quel but qu'on a établi pour notre unité. Alors, je vais partager avec vous quelques petites évaluations que j'ai utilisées, par exemple, avec cette unité. Alors, j'ai commencé il y a 3 ans peut-être, 2 ans. Après chaque unité, j'essaie de faire une interaction spontanée, une orale spontanée avec mes élèves. C'est pas facile, parce qu'il y a aussi les questions de gestion de classe, etc. Mais mes évaluations spontanées, maintenant, les élèves sont habitués, d'abord. Alors, au début, ils ont tous peur. Qu'est-ce que ça veut dire spontané? Est-ce que c'est devant la classe? Qu'est-ce qu'elle va nous demander, etc. Mais après un certain temps, ils sont habitués. Et maintenant, ils savent ce que ça veut dire, une interaction spontanée comme évaluation. Alors, pour cette unité de moi-même, se présenter, parler de nos amis, etc., l'interaction spontanée était basée sur une première rencontre. C'est-à-dire que une interaction entre 2 personnes, 2 jeunes, qui se rencontrent pour la première fois. Et moi, je suis souvent en rôle pendant ces évaluations et quelquefois, je porte des costumes, j'ai plusieurs costumes, bien sûr. Mais dans ce cas, je suis en rôle comme un autre jeune. Et ça, c'est parce que c'est plus réaliste pour les élèves de savoir rencontrer un autre jeune
pour la première fois que imaginer une situation moins authentique comme on est, je ne sais pas, on est deux adultes et on se rencontre pour la première fois. Alors, avec toutes mes interactions spontanées, il y a toujours un élément préparé. Et je sais que c'est peut-être une contradiction, mais les élèves doivent avoir quelque chose qu'ils peuvent pratiquer en avance pour avoir la confiance d'essayer l'interaction spontanée. Alors, il y a toujours un élément spontané et un élément qu'ils peuvent préparer, pratiquer en avance. Alors, dans ce cas, le premier rencontre, comment ça marche, et je ne sais pas si j'arriverai bien à l'expliquer ici, mais je vais essayer. Ce que je fais, je choisis un groupe d'images et j'établis une banque d'images. Je trouve les images sont un bon point de départ pour les évaluations orales, surtout en 9e, 10e. Alors, je commence avec, c'est seulement du clip art, des petites images, toutes sortes d'images, et je crée les feuilles où j'organise ces images en combinaisons différentes. C'est-à-dire, imaginez que j'ai une banque de 20 images, par exemple. Alors, je vais les organiser sur les feuilles différentes avec 6 ou 7 images par page. Et les images vont se répéter sur des feuilles différentes, mais il y a des combinaisons différentes de ces images. Alors, ce que je veux dire avec ça, c'est que les élèves ont toutes les images avant qu'ils font l'évaluation. Je leur donne toutes les images possibles. Je dis, voilà les 20 images que je vais utiliser pendant cette évaluation. Mais les élèves ne savent pas quelles images ils vont recevoir sur la feuille qu'ils tirent pour l'évaluation. Voilà. Alors, une feuille avec 6 images, peut-être 6 ou 8 images. L'élève prend une feuille et le but de ces images, c'est de provoquer, d'inspirer notre conversation pendant notre interaction. Alors, peut-être il y a une image d'une pizza, il y a une image d'un chien, il y a une image d'une famille, il y a une image des livres. Okay? Et ce que l'élève doit faire, c'est incorporer les images sur la feuille dans les questions ou dans les réponses pendant l'interaction. Alors, par exemple, quelle est ta nourriture préférée? Voilà, on a parlé de la nourriture. Peut-être moi, je dis comme réponse, je dis, oh, moi, j'aime les sandwichs. Qu'est-ce que tu aimes manger? Et l'élève va dire, oh, moi, j'aime la pizza. Et puis, on peut aller un peu plus loin avec ça. Avec l'élève, on peut dire, oh, qu'est-ce que tu aimes sur ta pizza? Oh, moi, j'aime la pizza végétarienne, etc. Je vois une question, et c'est une très bonne question que je vois souvent quand je commence à parler de ça. Qu'est-ce que le reste de la classe fait pendant ce temps? Alors, j'essaie toujours de planifier. C'est toujours difficile, mais j'essaie de planifier l'évaluation écrite pour mes unités en même temps que l'évaluation orale. Si vous regardez dans le nouveau curriculum, une chose qu'on est supposé d'évaluer, c'est le processus d'écriture, c'est-à-dire the writing process. Et on ne peut pas évaluer ça si l'élève le fait à la maison. Et surtout avec le français, si je vais compter quelque chose pour une note, je préfère que les élèves écrivent en classe devant moi le travail. Alors, je leur donne 2 périodes, peut-être 3 périodes, ça dépend combien d'élèves sont dans la classe. Je leur donne, disons, 2 périodes et je leur dis, alors par exemple, dans ce cas, les petits 9e, pendant que je faisais cet oral, les petits 9e écrivaient une lettre d'introduction. Alors, on a créé une situation, on a établi une situation. Imaginez que notre classe va avoir des correspondants. Alors, nous allons écrire notre première lettre à notre correspondant. Alors, il faut se présenter, il faut poser des questions auxquelles le correspondant va répondre dans la lettre qui va venir. Et il faut se présenter, parler de nos passe-temps, nos amis, qu'est-ce qu'on aime faire, etc. Alors, c'est ça que mes élèves font pendant que je fais l'évaluation orale. Les autres élèves sont en train de travailler sur quelque chose écrit. Ou quelquefois, c'est l'évaluation de lecture aussi, parce qu'on essaie d'évaluer toutes les compétences. Je peux leur donner une lecture, une activité de lecture à faire à table pendant que je fais l'évaluation. Et c'est brillant, il faut dire,
c'est pas facile, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de conversations, mais j'ai vu que ça marche plus ou moins. Okay? Mais ça dépend de la classe. Hein. Il y a des classes, ça ne marche pas et il faudrait trouver une autre façon de le faire. Alors, pendant mes petites interactions spontanées, toute la conversation dure entre 3 et 5 minutes. Parce que, comme quelqu'un a déjà remarqué, avec une grande classe, il y a des classes de 33, 35 élèves. On ne peut pas parler pendant 20 minutes avec chaque élève parce que ça va prendre toute l'année de finir une évaluation. Alors, je leur pose des petites questions basées sur ce qu'ils ont dit et on essaie d'incorporer le vocabulaire qu'on a pratiqué. Les images ne sont pas nécessaires. Okay? Je sais, peut-être c'est difficile d'imaginer ce que je veux dire avec toutes ces images dont j'ai parlé, mais c'était pour leur donner quelque chose à avoir en main et un peu d'inspiration, quoi dire, parce que autrement je trouve qu'ils paniquent et ils disent « je n'ai rien à dire ». Je n'ai rien à dire. Je ne sais pas quoi dire. Alors, au moins, avec les images, il peut dire, OK, je vois une pizza. Je sais, je peux poser la question, est-ce que tu aimes la pizza? Et au moins, ça commence quelque part, puis je peux répondre. Ça aussi, ça prend un peu de confiance, n'est-ce pas? Ils doivent avoir confiance en moi, comme professeur, que je ne vais pas poser des questions trop difficiles ou quoi que ce soit. Je trouve aussi que surtout avec la première évaluation comme ça, mais honnêtement, pour beaucoup des évaluations, je dois être toujours prêt de laisser les élèves refaire les évaluations spontanées à l'oral parce que ils n'ont pas la confiance nécessaire. Et ils doivent pratiquer encore un peu plus et augmenter la confiance. Alors ça c'est une décision personnelle pour chaque professeur, combien vous allez laisser les élèves répéter les évaluations. Personnellement, je dis oui, dans le curriculum, les élèves doivent démontrer certaines compétences, mais ça ne dit pas qu'ils doivent les démontrer la première fois qu'ils essaient. Alors moi, je laisse souvent mes élèves répéter. Et comme ça, ils ont encore un peu de confiance parce qu'ils disent, si c'est un désastre complet, je sais que Madame Rochon va me laisser refaire l'évaluation et comme ça, ils sont moins nerveux. Parce que souvent, s'ils sont trop nerveux, on ne voit pas ce qu'ils peuvent faire parce que c'est une question de nerfs, n'est-ce pas? Alors, pour retourner au sujet du webinaire, oui, la grammaire dans ce que je viens de dire. Alors, dès le début, on a établi des buts pour l'unité. On va parler de nous-mêmes, on va parler de nos activités, nos passe-temps, on va présenter des amis, on va poser des questions. Okay? Alors, à travers l'unité, on regarde ensemble des exemples de ce que je veux qu'ils écrivent, bien sûr, plus tard, des descriptions personnelles, des lettres d'introduction. Nous identifions les mots descriptifs, où est le mot qui décrit la personne, et on parle de comment transformer ces mots pour nos besoins. Okay? Alors, beau, on dit dans ce texte que il est beau. OK, qu'est-ce que je fais avec le mot beau si je veux parler de ma mère, par exemple? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que je dois le transformer d'une façon? Et comme ça, on peut tease out les règles grammaticales, mais sans mettre trop d'accent sur, OK, voici un autre worksheet, on va remplir pendant toute la période, etc. Je ne dis pas que je ne fais pas de feuilles de travail, parce que bien sûr, j'en fais, okay, je dois avouer, mais ils sont plus le focus de ce qu'on fait. Une chose, et j'ai une petite histoire un peu cute à vous raconter. Sur le diapo, j'ai dit que souvent, ce que je fais le vocabulaire collaboratif. Je l'appelle, je ne distribue plus des listes de vocabulaire déjà faits d'un programme commercial. Alors, on établit une liste de vocabulaire important ensemble, comme une classe. Et on dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, par exemple, pour parler de nos passe-temps, quels sont les passe-temps des élèves dans cette classe? Alors, nous allons créer une liste de vocabulaire utile, parce que peut-être je peux photocopier quelque chose, mais il n'y a aucun passe-temps sur la liste que vous aimez. Alors, à quoi ça sert? Okay? Alors,
une petite histoire, on était en train de créer le vocabulaire nécessaire pour rencontrer quelqu'un pour la première fois. Et j'ai posé, c'était une classe de 9e, dominée par les petits garçons, et je leur ai demandé, OK, qu'est-ce que vous voulez savoir quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Et on avait peu à quelle école vas-tu, blablabla, etc. Quel âge as-tu, whatever. Et il y a un garçon, et c'est vrai qu'on emploie un peu d'anglais dans cette partie parce qu'ils veulent savoir comment le dire en français, mais ils ne savent pas encore. Alors ils doivent le dire en anglais. Et un petit garçon a dit, How do you say do you have a boyfriend? Et j'ai dit, OK, mais écrivons au tableau, do you have a boyfriend, do you have a girlfriend? Et ses amis étaient en train de parler pendant que j'écrivais au tableau, c'est en train de jaser. Et il a dit, Hey guys, shut up, this is important. Parce que voilà, j'étais en train d'enseigner comment dire do you have a boyfriend à la classe. Alors, c'est le vocabulaire motivant, n'est-ce pas? Ils sont motivés par ce vocabulaire. Je vois que on a presque plus de temps. Alors, je vais aller un peu plus vite. Je suis désolée, mais vous voyez, j'ai beaucoup de patience. Quand je commence à parler, là, j'oublie le temps. Alors, on doit aller un peu plus vite. 10e année, j'ai choisi 2 activités de 10e académique aussi. Unité 2, au passé, c'était l'unité où on va faire le passé composé et l'imparfait. Okay. Maintenant, pendant cette unité, nous raconterons nos propres histoires simples au passé. Ce qu'on fait, la classe crée un livre. Et c'est un vrai livre. Si vous cherchez lulu.com, vous allez voir que c'est possible de créer des vrais livres. Ce n'est pas comme Bound à Staples ou quelque chose. C'est des vrais livres avec les couvertures que vous créez, etc. Alors, je leur montre des exemplaires des autres classes et je dis, vous allez créer un livre. Et ils disent, ben non, nous ne sommes pas capables de créer un livre. Nous sommes en 10e année. Nous ne sommes pas forts en français. Je leur dis, ben oui, vous allez voir, vous allez créer un livre ensemble. Ils choisissent une histoire, ce qu'ils veulent raconter de leur vie. Et on établit, OK, on va raconter nos histoires au passé, mais on a besoin de quelque chose pour faire ça. Alors, regardons des exemples des autres histoires au passé. OK, là, vous reconnaissez quelque chose, ça s'appelle le passé composé. Et il y a autre chose, là. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Quand est-ce qu'on utilise cet autre temps? OK, on pratique un peu et on retourne tout de suite à quand est-ce qu'on utilise ce temps et pas le passé composé, par exemple. Et on pratique beaucoup, 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 beaucoup. Ils écrivent une petite histoire et c'est créé en livre et je leur donne une copie. Chaque élève reçoit une copie du livre et ils sont toujours étonnés. Ils disent, mes parents ne vont pas croire que je suis dans un livre. Et je dis, ben oui, vous êtes dans un livre. Et c'est un vrai livre. Il y a un barcode, on pourrait le vendre sur Amazon si on voulait. Et c'est un vrai livre et ils sont tellement fiers. Et une chose importante à dire que quand je rédige toutes les histoires pour créer ce petit livre, je ne corrige pas trop les erreurs des élèves. Bien sûr, je corrige les plus gros, OK? Mais je ne corrige pas tout. Parce que je veux garder la voix authentique des élèves et je ne veux pas leur indiquer que le seul français qui mérite être mis dans notre livre de classe est un français parfait. Alors, je garde les erreurs qu'ils ont fait, quelques erreurs, ok? C'est pas trop d'erreurs, mais j'en garde parce que je veux leur enseigner que ils ont réussi à communiquer quelque chose sans avoir besoin d'être corrigé au niveau professionnel, que quand même ils méritent être lus. Leurs idées méritent d'être lues et d'être mis dans un petit livre. Ça, c'est toujours très populaire. Une autre petite activité, alors je vais sauter ça parce que je sais qu'on doit finir. Un autre que mes petits 10e sont en train de faire maintenant, unité 3, c'est nous proposerons des changements à notre école et nous donnerons des suggestions, des conseils. Au passé, ce serait nous utiliserons le conditionnel.
et nous apprendrons les phrases conditionnelles avec l'imparfait et le conditionnel. Alors, ce qu'ils font, et c'est une activité dont ils sont terrifiés au début, c'est une présentation orale qui s'appelle « Si je pouvais changer une chose à notre école ». Alors, on commence avec plusieurs débuts des phrases, avec l'imparfait, ils pratiquent comment terminer les phrases, etc. Et ils font cette présentation pour notre directeur adjoint, qui est ancien prof de français, et il vient en classe, ça fait 4 ou 5 semestres qu'on fait ça ensemble, il vient en classe, il écoute les présentations, moi, je leur pose une question à la fin de la présentation et il leur pose aussi une question à la fin de la présentation et il sait comment poser des questions à leur niveau parce qu'il était prof de français au passé. Et ce qu'ils aiment de cette activité, c'est énormément authentique parce qu'il a le pouvoir de changer des choses. Madame Rochon, ben, ok, j'ai un peu de pouvoir, pas vraiment, ok, mais moi je peux pas vraiment changer l'école au niveau systémique, mais lui, il peut. Et il a incorporé quelques changements qu'ils ont proposés. Premier semestre, ils étaient tellement fiers quand je leur ai dit que, en fait, il a proposé, dans une réunion des chefs de département, il a proposé un changement qui vient de ma classe de 10e académique. C'était dans une présentation pour ce projet où il a entendu cette suggestion et ils étaient tellement fiers, ils ont dit, ben, il nous a écoutés et j'ai dit, ben oui, je vous ai dit qu'il allait vous écouter, mais c'est plus authentique parce qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose avec leurs idées et ils trouvent de très bonnes suggestions. C'est pas toujours, il faut nettoyer les salles de bain, etc. Ils proposent des changements vraiment, vraiment bonnes et ils écoutent. Et encore si cette voix des élèves, ils se sentent valorisés, ils se sentent comme... Et bien sûr, leur français n'est jamais parfait, okay, mais ils arrivent à communiquer avec quelqu'un en pouvoir dans une deuxième langue et c'est une grande réussite après. Ils sont tous très, très fiers après avoir accompli la tâche parce que c'est quelque chose qui pensaient au début était impossible de parler français à une nouvelle personne qui n'est pas Madame Rochon, qui est le directeur adjoint, qui discipline les élèves, qui est whatever, mais quand ils réussissent, ils sont tellement, tellement, tellement fiers d'eux-mêmes, et là, ils ont encore plus de confiance après. Et encore, nous lisons beaucoup d'exemples, les élèves pratiquent beaucoup en groupe, etc. Et on pratique la présentation parce que je veux qu'ils aient la confiance avant de présenter parce que je comprends qu'ils seront nerveux de présenter à une nouvelle personne. Et c'est toujours un gros succès. Et comme j'ai dit, ils sont très fiers après et c'est vraiment authentique parce que là, ils peuvent vraiment faire quelque chose. Et je vois que j'ai volé beaucoup de temps. Alors, je pense que c'est toutes les activités que j'ai préparées à vous montrer. Alors, j'ai essayé de choisir une présentation orale, ce qui est plutôt traditionnel, c'est-à-dire speaking to communicate, une interaction, alors speaking to interact, listening to interact, et aussi quelque chose écrit, c'est-à-dire les histoires des élèves. Je dois vous dire que mes élèves sont beaucoup plus contents maintenant que l'accent est moins sur la grammaire et les structures. J'ai pas dit tout à l'heure, mais une de mes passions, j'ai commencé ma maîtrise cette année, une de mes passions, c'est comment garder les élèves en français après la 9e année. Comment les garder jusqu'à 12e année, comment les garder motivés et engagés. Et je trouve que enseigner de cette façon, incorporer plutôt les tâches et les activités communicatives qu'ils vont réussir à faire, au lieu de leur dire, pendant cette unité, on va faire le futur intérieur, whatever, ils sont beaucoup plus motivés et ils restent plus longtemps dans mon programme pour rester jusqu'à 12e année. Et encore, ils ont cette idée qu'en 12e, ils vont pouvoir décider les thèmes aussi qu'on va aborder.
Alors, je vais arrêter. Oui, je vais arrêter là et je vais repasser la parole à Jen, Suzanne. c'était tellement intéressant. Bon, on peut écouter toute la soirée. Je vais passer la parole à Michel mais d'abord, j'aimerais remercier tout le monde qui est avec nous ce soir et aussi remercier l'organisation OMLTA, au PLV et la Fédération des enseignants de l'Ontario. C'était grâce à leur soutien financier qu'on a pu offrir ce webinaire ce soir. Merci à tout le monde. Bonsoir. Michel? Oui, je suis là. Merci, Suzanne. Tu peux éteindre ton micro. Merci en tout cas. Et il y a quelques diapos qu'on n'a pas pu voir dans votre présentation, mais je tiens à souligner, pour que tout le monde le sache, qu'on va vous envoyer demain matin ou demain dans la journée un email avec l'enregistrement de cette session et également des ressources supplémentaires qu'on n'a pas eu l'occasion de partager avec vous ce soir. Alors, je voudrais certainement vous remercier de tout cœur, Jen et Suzanne, d'avoir partagé votre enthousiasme et votre expertise avec nous et surtout d'avoir fait entièrement en français avec beaucoup de verve et beaucoup d'énergie. Votre présentation a été particulièrement interactive, ce qui est toujours un ravissement et débordé d'idées et de conseils extrêmement utiles. Jen, on a tous adoré la façon dont tu as décrit ta classe et les techniques que tu utilises pour motiver tes élèves. L'idée des livres de classe est vraiment fantastique, ainsi que la présentation des enfants au vice-principal. Si je pouvais changer une chose dans mon école, c'est vraiment superbe. Je trouve que ce sont des idées excellentes. Comme toujours, je tiens également à remercier tous les participants. À chaque fois que j'anime une session de OTF Connect, je suis toujours heureusement surpris de voir à quel point vous êtes tous et toutes incroyablement motivés et dévoués et prêts à prendre de votre temps pour nous rejoindre et pour partager vos connaissances. Ce soir, on avait vraiment deux tendances très nettes pour et contre la primordialité de la grammaire et j'ai beaucoup aimé certains de vos commentaires. Par exemple, René a dit quand on est bébé, on n'apprend pas la grammaire en premier. Et Kathleen a aussi souligné que le français, c'est aussi plusieurs cultures et une façon de vivre et une façon de voir le monde. Tammy Wilson a aussi partagé pas mal de ressources intéressantes. J'espère que vous en avez fait copie. Et finalement, comme l'a dit Jen, le but ultime, c'est toujours la communication. And she's right when she says that to learn French, the best way is to get a girlfriend. So the kids in her classroom, they really know to learn the language. That's the best way for sure. Encore une fois, un tout grand merci à tous et à toutes pour votre participation. Nous avons encore quelques informations que nous aimerions partager avec vous. Ça va me prendre encore quelques minutes si vous avez le temps. Je vais vite passer au-dessus des diapositives qu'on n'a pas eu le temps de voir, mais vous les aurez demain. On a encore deux sessions. Demain, on a une session intéressante qui s'appelle Teaching by the Seat of Your Pants. Et Joe Grabowski nous montrera comment utiliser des outils tels que Skype et Google Earth pour ouvrir votre classe au monde. Donc, si vous êtes intéressé, ça c'est demain. Et alors, la dernière session de la saison, malheureusement, est déjà sold out. Mais bien sûr, évidemment, au mois de septembre, octobre, fin septembre, début octobre, on aura toute une série de nouvelles sessions et donc je vous invite à visiter notre calendrier et notre page de ressources ainsi que le lien pour accéder à la page de ressources de la présentation de ce soir et son enregistrement. Et donc, cette page de ressources sera disponible à partir de demain matin. Alors, je voudrais aussi vous informer d'une offre présentée par la FEO et le ministère de l'Éducation. Si vous êtes enseignant qualifié et avez complété un cours de qualification additionnel en mathématiques, en technologie ou en maternelle, vous pouvez obtenir une subvention de $450. Alors, je vais vous mettre le lien également dans la boîte de clavardage si vous voulez faire cette demande de subside. Comme d'habitude, nous tenons également à vous présenter l'opportunité de nous faire part de votre feedback sur la séance de ce soir et de remplir un court questionnaire en ligne. Ce sondage ne prend que quelques minutes. Si vous pouviez le faire juste après la session, ce serait grandement apprécié.
vous devriez être redirigé automatiquement vers la page d'enquête lorsque vous quittez Blackboard. Et de plus, une fois que vous aurez rempli le questionnaire, vous serez redirigé vers une autre page où vous pourrez entrer votre nom et vous recevrez ensuite un certificat de participation à cette session de formation que vous pourrez ajouter à votre CV d'apprentissage professionnel. So just to make it clear, once you quit the application, you will be redirected first to a survey page and then afterwards to a certificate of participation page, and you will be able to add that certificate of participation to your learning resume, and I'm going to paste these two links as well in the chat box. Voilà. Et si vous ne disposez pas du temps nécessaire pour compléter ça ce soir, comme je l'ai indiqué, nous vous enverrons demain un email, un courriel avec toutes les informations. Voilà, je vais maintenant conclure cette session et terminer son enregistrement en vous invitant de suivre OTF sur les médias sociaux ainsi que sur notre site internet. Vous êtes bien entendu libre de rester en ligne si vous souhaitez poser des questions supplémentaires à Jen et à Susan une fois que l'enregistrement sera terminé. Sans quoi, je vous souhaite encore une fois une très bonne soirée et surtout d'excellentes vacances à tous et à toutes. For those of you who have additional questions, please feel free to stay online to pose, to ask them once the recording has ended. Otherwise, I would like to thank you all once again for your participation and wish you a very good night and more importantly, a wonderful summer. Merci encore à tous et à tous pour votre participation. Je vais maintenant terminer cette session.